Midi News, la suite du direct. Nous vivons un moment intense, fort, grave de notre vie politique. Nous avons donc besoin de hauteur de vue, de dépasser forcément les clivages partisans. Nous avons besoin aussi de repères quand la vie politique et le monde politique n'en a plus. Moment de décomposition, de recomposition, oui, mais vers quoi? Sauf vers l'inconnu. Vous êtes très nombreux à nous regarder ce midi. Je vous salue. Nous avons reçu énormément de messages de la part de patrons, petits et grands, d'agriculteurs qui se demandent à quoi ils vont être mangés. Pour avoir ces repères aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Villiers. Bonjour à vous, cher Philippe. Bonjour Sonia. Merci de votre présence. Nous sommes toujours avec Sabrina Medjeber, avec Sophie Audugé, avec Sarah Salman et Naïma Fadel. C'est un plateau spécial qui vous accueille. Je remercie Elliot Deval, puisque tous les vendredis, nos téléspectateurs très nombreux vous suivent le vendredi à 19h. Et Elliot... je ne lui ai pas demandé la permission, évidemment, mais je me suis permis de lui envoyer un message pour lui demander et le remercier, puisque vous êtes avec nous, si je puis dire, en exclusivité. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Allez, allons-y. On va tout dire, cher Philippe. Il m'a dit, je ne rêve pas d'être à la place de Sonia, mais à la tienne. Oh. Je reconnais bien là son élégance. Philippe, vous êtes l'auteur d'un best-seller, Mémoricide, aux éditions Fayard. Nous allons en parler parce que ce livre éclaire sur le présent, sur l'avenir, en se basant sur le passé, notre histoire et notre patrimoine. Mais tout d'abord, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Que sommes-nous, selon vous, Philippe de Villiers, en train de vivre depuis la confirmation de cette censure? Je pense que, pour dire les choses franchement, nous vivons, sans le savoir encore, sauf à anticiper ce que je vais faire avec vous, nous vivons sans doute le début de la fin du macronisme. Et concrètement, politiquement, nous vivons le match retour du Front républicain. Hier soir, un ami m'a envoyé un tweet de Macron. Extravagant. Vous pouvez le retrouver. On appelle ça un post maintenant. Il dit « Ce soir, nous dînons avec le prince héritier de l'Arabie Saoudite, prince Ben Salman, pour signer des contrats stratégiques, des partenariats. » Et ça m'a rappelé Néron, qui assistait à l'incendie de Rome qu'il avait déclenché, et qui dansait et qui chantait avec sa lyre. C'est-à-dire que le premier tweet du président de la République, qui a donc appris la chute de son gouvernement, c'est pour nous expliquer qu'il est très loin de la France, qu'il est en Arabie Saoudite, et qu'avec une arrogance à nul autre pareil, il nous dit, voilà, je conclus des contrats stratégiques pour la France. C'est-à-dire qu'en fait, il se moque de nous, il se moque de son gouvernement. Il aurait pu avoir une larme, une parole. Et il se moque des Français. Et ce que nous vivons, je le dirais de la manière suivante. Nous vivons une situation sans précédent depuis 1958. C'est-à-dire que la France a perdu, le contrôle de ses finances publiques, avec un déficit qui va dériver jusqu'à 6% du PIB à la fin de l'année, une dette qui va dépasser les 3 300 milliards à la fin de l'année. Donc, on a perdu le contrôle de nos finances publiques. On a perdu le contrôle de notre souveraineté. On le voit tous les jours, confère le Mercosur, Sanofi, la souveraineté sanitaire, souveraineté agricole et j'en passe. On a perdu le contrôle de notre identité puisqu'on n'ose plus transmettre la France, et notamment à l'école. Et on a perdu le contrôle de ce qu'est la liberté de création, de richesse, la liberté de l'entrepreneur, de l'entreprenant, de celui qui voudrait créer, parce qu'il est tout de suite asphyxié, pris à la gorge. Comme le disait Jean-François Revel, mot repris par Mathieu Bocoté, c'est le socialisme mental. Nous sommes encore dans le socialisme mental. Et pour avoir bien connu Michel Barnier,
comme dirait Bocoté, qui a plein de qualités par ailleurs. C'est vrai que Je ne suis pas autrement surpris parce qu'il vient de ce monde-là, la queue de comète du mitterrandisme. Dans ce paysage que vous venez de décrire, avec cette perte de souveraineté, cette absence de contrôle sur ce que nous sommes, sur ce que nous allons devenir, qui sont les gagnants et les perdants de ce qui est à l'œuvre, de ce que nous vivons ces heures-ci? Alors je ne suis pas sûr qu'on puisse raisonner ainsi, avec des gagnants et des perdants, parce que nous ne sommes plus dans une politique de l'alternance. Nous ne sommes pas dans une crise de l'alternance. Ça, c'est fini, c'est derrière nous. Nous sommes dans une crise de régime. Nous sommes dans une crise institutionnelle. Et si vous me permettez une comparaison, je dirais que la 4e République est morte pour n'avoir pas su affronter le problème de la décolonisation. Elle était submergée par ce problème, elle n'a pas pu le résoudre. Et il semblerait que la 5e République va mourir parce qu'elle n'a pas su faire face à la perte de la souveraineté. Quand vous perdez votre souveraineté, vous n'avez plus le pouvoir. Et comme je l'ai dit souvent sur ce plateau, quand vous n'avez plus le pouvoir, c'est quand on l'a. Quand vous n'avez plus le pouvoir, vous ne pouvez plus rien faire pour les concitoyens. Et donc, en fait, il va falloir dénouer cette crise d'une manière qui va nous entraîner vers un collapsus qu'il va falloir surmonter. Je voudrais qu'on parle aussi de l'après, qui est presque là, devant nous, et maintenant. Il y a des appels à la démission d'Emmanuel Macron. Et pour une fois, ce matin, alors que le Rassemblement national était encore prudent, Philippe de Villiers, l'un de ses lieutenants, le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, a parlé de cette démission d'Emmanuel Macron, du président de la République. Je voudrais qu'on l'écoute et puis on en parle juste après ensemble. Monsieur Macron est en échec sur toute la ligne. Il aurait pu choisir pour s'en sortir les référendums. Il en a beaucoup parlé, jamais fait. Il a choisi la dissolution. Il l'a perdu lamentablement. Maintenant, il reste la démission. C'est ce que prévoit la 5e République. Donc nous, on ne s'agite pas comme les insoumis à demander, à exiger une destitution le mardi. Vous pouvez beaucoup y penser sans le dire officiellement sur les plateaux. Mais c'est la logique des institutions. Moi, je le note qu'il est lâché par tous ceux qui l'ont soutenu, comme la Corde soutient le pendu, Monsieur Copé, jamais avare d'un mauvais coup, et d'autres. Voilà, quand on sait que M. Philippe, son ancien Premier ministre, qui a si mal géré la France, a lancé sa campagne présidentielle sur la démission d'Emmanuel Macron, ça donne le ton. Mais c'est très important aussi ce que vous dites finalement, parce que pourquoi aussi on ne peut pas confier plus longtemps l'avenir du pays à ces gens? C'est qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux. Je note que c'est la première fois que quelqu'un du Rassemblement national, mis à part M. Alliot, parle ouvertement quand même de la démission. Hier, Marine Le Pen a balayé cette question. Elle a donné le même raisonnement que moi. Elle n'a pas répondu à la question. Référendum, oui, mais vous venez de dire que c'est ce qui lui reste comme solution. C'est effectivement ce qui lui reste comme solution dans l'attente de la dissolution cet été. Moi, j'assume cette logique des choses. Vous savez, d'ailleurs, moi, je l'avais dit après la dissolution ratée. J'avais dit, écoutez, moi, je suis gaulliste, vous le savez. Quand on rate la dissolution devant les Français, quand on se prend une telle sanction de nos compatriotes, eh bien, on doit partir, surtout quand on fait quand même pas un caprice, mais quand on choisit un calendrier électoral très compliqué avant les Jeux Olympiques, qui nous a quand même mis dans la difficulté. Philippe de Villiers, est-ce que nous en sommes là, aujourd'hui, à l'hypothèse, à la probabilité de la démission du président de la République? Alors, si vous voulez, on va examiner les différentes hypothèses, l'une après l'autre, de manière didactique et par soustraction. Alors, la première hypothèse, évidemment, c'est la dissolution. C'est la première arme qu'a le président de la République pour dénouer une crise. Ça ne nous a pas échappé que ça ne peut pas se faire avant juillet, puisque c'est la loi, c'est la Constitution. Donc, il n'y a pas de possibilité de dissoudre pour dénouer la crise. La deuxième hypothèse dont on entend parler, et qui me fait sourire, c'est le gouvernement technique, à la Draghi, etc. Et ça me rappelle l'ENA, quand j'étais à l'ENA, où on nous disait, en fait, le rêve, c'est d'en finir avec les nations, d'aller vers la cité sans frontières,
Car là, on pourrait, je cite un de mes grands professeurs, qui reprenait Saint-Simon, en fait, le scientisme, on pourrait substituer l'administration des choses au gouvernement des hommes. Voilà. Il y a des gens qui croient ça. Et je pense que Macron, qui est un scientiste mondialiste, il pense ça. Gouvernement technique. Alors, la question, c'est est-ce que les OQTF, c'est un problème technique? Est-ce que la crise agricole, c'est un problème technique? Est-ce que l'insécurité, le laxisme judiciaire, ce sont des problèmes techniques? Non, ce sont des problèmes éminemment politiques. Et donc, l'idée d'un gouvernement technique, ça tient 3 jours. En France, ça ne marche pas. La France le peuple français est un peuple politique, et même métapolitique, et même métaphysique. C'est-à-dire, un peuple métaphysique, c'est un peuple qui dit pourquoi, et non pas comment. Ensuite, alors il reste une autre hypothèse, c'est l'article 16. On voit bien Emmanuel Néron. Ah oui. Voilà, article 16. Mais l'article 16 n'est pas fait pour ça. Donc, à mon avis, à ce moment-là, il court le risque de la forfaiture. Avec une Plein pouvoir, hein, l'article. Plein pouvoir. Oui, mais c'est en cas dans des circonstances de troubles publics, bon, extérieurs ou intérieurs. Alors, il reste une dernière solution, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Et ce départ serait justifié, à mon sens, par plusieurs raisons. La première, c'est que il a abîmé l'État en supprimant le corps préfectoral, le corps diplomatique, l'État régalien. Il l'a abîmé, il n'a pas compris que l'État régalien, c'était l'État fondateur avant l'État-providence, et que l'État régalien ne fonctionne plus. Le ministre de l'Intérieur le sait bien, mieux que les autres. Il l'a compris. Macron ne l'a pas compris. Ensuite, il a abîmé la nation, puisqu'il a voulu transférer la souveraineté de la nation à l'Europe, et il a abîmé la société en la triturant d'une manière indigne. Il a trituré la filiation, la vie, la mort, et il se prépare à faire voter une loi sur l'euthanasie. Et donc, il a échoué. Il a échoué, il n'a pas grandi la France, il l'a abaissée. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il a joué, il a parié sur le front républicain. C'est-à-dire que lui et ses amis, qui aujourd'hui sont en train de hurler dans les couloirs de l'Assemblée, ils ont voulu refaire un cordon sanitaire pour être sûr d'ostraciser le Rassemblement national. Et donc, Marine Le Pen est quelqu'un qui a de l'honneur et qui se sent soutenu par ses 11 millions d'électeurs. Et elle dit, vous nous avez fait le coup du Front républicain, eh ben, je fais le match retour. Bon, j'ajoute qu'elle sait très bien, pour connaître les institutions, comme moi, que la justice, le parquet, n'agit que rarement seul. Donc voilà, ils ont ce qu'ils avaient cherché à faire. Moi, je ne porte pas de jugement. Je dis simplement, inéluctablement, Emmanuel Macron va devoir partir. Pourquoi? Il y a 3 pressions. Inéluctablement. Oui. La première pression, c'est la pression politique qui va être lâchée par ses amis. Ça va commencer dès demain à 16h. Vous allez voir le festival. Déjà, il y a François Copé, etc. Il y a des très gros poissons qui vont quitter le banc de poissons. Ensuite, il va y avoir le peuple, avec les sondages. Les Français vont dire très vite, bon, bah, écoutez, il faut qu'ils s'en aillent. Et troisièmement, et plus curieusement, vous allez voir ce que je vous dis, les milieux économiques et financiers, qui jusqu'à présent l'ont toujours soutenu, mais qui vont dire bah, le spread, etc., c'est pas possible, les taux d'intérêt, on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va investir, il faut qu'ils s'en aillent. Et ils lui diront gentiment, ils auront le voir, ils lui diront, Monsieur le Président, vous avez fait beaucoup pour le pays. Ce serait pour nous une manière de vous remercier que de vous ériger une statue à la sortie. Voilà.
Je précise, Philippe de Villiers, que vous avez été l'un des seuls à penser que la censure allait arriver. Depuis le début, vous avez dit, vous allez voir, il y aura censure et chute du gouvernement. Et pourquoi ? D'autres, dites-nous pourquoi. Parce que la politique, c'est aussi physique que la bêtise minérale de la boule de billard. Et quand on connaît le billard, Oui. on comprend. Oui. Et moi, Oui. je ne connais pas le billard, mais Il y je avait connais 3 la politique. bandes quand même, il fallait suivre. La question aussi, parce que vous parlez beaucoup de la France, on n'entend pas beaucoup parler de la France dans les différentes prises de position, vous êtes l'un des seuls, c'est dans tout ça, où est l'intérêt général ? On va par exemple écouter Marine Le Pen ce matin, dernière déclaration à l'Assemblée nationale, et je vous poserai la question de où est l'intérêt supérieur de notre pays ? Écoutons-la. On peut s'interroger sur le souhait véritable du NFP de voir voter cette censure, parce qu'en règle générale, quand on présente une censure et qu'on souhaite qu'elle soit votée, on évite d'insulter ceux qui sont amenés à la voter. Donc je finis par penser qu'en réalité, la gauche et l'extrême gauche n'auraient pas tellement envie que le Rassemblement national permette le vote de cette censure. Car s'ils déposent une motion, nous en déposons une aussi. Et pour le coup, sur la leur, la gauche propose et le RN dispose. Peut-être ont-ils envie que ce budget s'applique, l'épouvantable budget de M. Barnier, pour pouvoir bénéficier du chaos que ça entraînerait sur le plan économique et social. Ben, vous voyez, nous ne sommes pas dans cette stratégie. Bien, chacun se renvoie la stratégie et la France dans tout ça. Philippe de Villiers. Alors d'abord, il faut dire que ce budget, il y a deux sortes de budgets dans l'histoire de France. Je pense en cet instant au baron Louis, qui était un grand ministre des Finances, qui disait à ses chefs successifs, des rois de France, faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances. Or là, on voit que c'est un budget... Alors, première sorte de budget, le budget de redressement. Et le budget de redressement, on voit tout de suite les lignes, les orientations, les lignes de crête. Par exemple, on veut lutter contre l'immigration, on veut rétablir la souveraineté, etc. Et après, il y a les chiffres qui arrivent derrière. Bon. Là, on a une deuxième sorte de budget, qui est une facilité pour les gouvernants. C'est un budget d'expédition des affaires courantes. Et la caractéristique de ce type de budget, c'est qu'on a une dérive de la dépense improductive, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire l'extension indéfinie de la sphère publique. Et ensuite, on a un budget qui ne touche pas aux réformes de structure et qui, au contraire, augmente les impôts. Et avec 40 milliards, je crois. Donc, c'est extraordinaire parce que, en fait, la droite, elle se distinguait, quand j'étais, moi, jeune homme politique, la droite, elle se distinguait de la gauche sur le sociétal, sur la nation, elle était pour la souveraineté, disons de Pasqua, de Gaulle, etc., Séguin, et sur la liberté économique. Moi, je disais à l'époque, je suis un libéral enraciné, je me souviens. Libéral enraciné, libéral à l'intérieur du pays et enraciné à l'extérieur, et donc protecteur. Aujourd'hui, Barnier, il a fini le circuit. C'est-à-dire, depuis 1992, la droite, elle a rejoint la gauche, elle est maastrichtienne, donc fédérale, européiste. Elle a abandonné la souveraineté. Ensuite, le sociétal, on s'apprête à rejoindre avec l'euthanasie la dernière réforme de la gauche progressiste, démiurgique, et enfin, l'impôt. Alors là, ça, c'est le comble. L'impôt. Michel Barnier arrive et, au nom de la liberté économique, il augmente l'impôt dans des proportions considérables. Je le disais, il n'y a plus de repères. Donc je vous remercie de nouveau d'être avec nous, Philippe de Villiers. Dans quelques instants, nos camarades vont pouvoir vous poser des questions. Nous parlerons également de votre livre, Notre-Dame. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez bien. Vous êtes aussi, à l'origine de son parcours. Il est vu comme un premier ministrable aujourd'hui, parce que parmi les scénarios possibles, Bruno Retailleau fait office de favori. Écoutons-le, ce matin, il appelle à la raison.
Je pense, moi, que la raison peut toujours revenir. Je crois vraiment que si Marine Le Pen met à exécution sa décision, je pense que c'est en dehors de tout champ rationnel. Mais je pense que la raison peut prévaloir. Parce que... Est-ce que vous lui lancez une sorte d'appel ce matin? Est-ce que vous vous adressez à elle directement? Bien sûr, à la responsabilité. Qu'est-ce que vous lui dites? Je lui dis simplement qu'on risque le chaos. Si on n'a pas de texte, y compris des textes budgétaires, pour le ministère de l'Intérieur, c'est 751 millions d'euros de moins. Si on reconduit le budget 2024 pour 2025, c'est 751 millions de moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire problème pour payer les policiers. Ça veut dire pas de nouvelle gendarmerie. Ça veut dire pas de nouveaux commissariats. C'est intéressant. Vous êtes le père spirituel, politique de Bruno Retailleau, qui n'a pas démérité au ministère de l'Intérieur. Il a en tous les cas affiché son volontarisme. On va voir dans quelques instants la photo des premiers ministrables possibles, toujours les mêmes généralement pour certains, entre François Bayrou, Sébastien Lecornu. Bruno Retailleau, comment vous réagissez, Philippe de Villiers? Ce serait aussi pour vous, finalement, le couronnement, un couronnement d'un parcours. Ça vous fait sourire? Je suis tombé dans un piège. Mais vous voulez que je dise du mal de lui, c'est ça? Non, ce que vous pensez toujours. Alors, ce que je pense, c'est que il est courageux et lucide. René Char disait la lucidité, la blessure la plus proche du soleil. Ça fait mal, la lucidité. On voit le réel. Et il a ces deux qualités rares. C'est-à-dire qu'il voit le réel, il voit le problème de l'immigration, de l'insécurité. Il le voit, contrairement aux autres qui font mine de ne pas le voir. Et il est courageux, c'est-à-dire qu'il affronte le réel et il affronte tous les ennemis du réel. Et surtout, en voyant ces images, je me dis, il sait, lui, que le pronostic vital de la France est engagé. Pour deux raisons. La première, c'est qu'un peuple qui sous-traite la fabrication des enfants à des populations immigrées, un peuple qui n'a plus la volonté de reprogrammer la vie et de se reproduire, sait qu'il est condamné, ou devrait savoir qu'il est condamné à sortir de l'histoire. Et la deuxième raison, c'est que non seulement la survie biologique de la France n'est plus assurée, et on sait ce que ça veut dire pour toutes les civilisations, quand c'est le cas, mais la survie culturelle n'est plus assurée. Pierre Chaunu me disait un jour, quand il y a... L'enfant, c'est la ligne de flottaison de l'espoir, parce que quand il y a moins de transmetteurs, il n'y a plus de transmission. Et on est dans cette situation où la transmission ne se fait plus, où l'école n'ose plus transmettre le pied-mère français aux petits greffons qui viennent la fréquenter. Très important ce que vous dites. Il y a malgré tout des îlots d'espérance et d'espoir. Dans quelques instants, nous allons parler de Notre-Dame et de votre livre, de votre best-seller Mémoricide. Vous parlez d'école de transmission. Sophie Audugé est sur ce plateau. Nous avons très souvent parlé avec Sophie Audugé, évidemment, de la mission de l'école, de ce gouvernement, des contradictions de ce gouvernement avec ce qui s'est passé dernièrement. Il est vrai, Sophie Audugé, quand vous entendez un tel discours de la part de Philippe de Villiers, c'est une évidence aujourd'hui, et on se demande qu'est-ce qui pourrait demain, justement, apporter un peu de lumière et d'espérance. Justement, c'est la question que j'ai envie de poser à Philippe de Villiers, qui connaît très bien nos institutions, très bien notre administration. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Et effectivement, on sait très bien que pour apprendre et aimer la France, il faut apprendre avec gaieté, avec amour. Et on ne le transmet plus aujourd'hui, vous le constatez comme moi. Qu'est-ce qui peut, pour vous, inverser la situation que nous constatons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre l'école française à son plus haut niveau? Je vais raconter une anecdote. Le 15 avril 1994, c'était la signature de l'OMC qui remplaçait le GATT. C'était la date clé du grand libre-échange mondialisé. Et là, un homme politique, je ne citerai pas, qui est toujours vivant, qui avait pignon sur rue, a eu cette phrase à l'Assemblée. Il faut s'y faire désormais, mes chers collègues, la nation n'est plus un espace économique pertinent.
Et en fait, à la sortie, je suis allé le voir et je lui ai dit, a-t-elle encore un espace culturel et politique pertinent? Elle me dit non, maintenant c'est l'Europe et le monde. Et donc en réalité, toutes les générations qui sont en train de s'agiter autour de la motion de censure, toutes ces générations-là, elles ont cru à la fin de la nation. Et si vous croyez à la fin de la nation, vous ne pouvez plus éduquer, vous ne pouvez plus transmettre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire en sorte que l'école donne des repères si la société n'en donne plus. Et si vous n'avez plus l'amour de la nation, si vous ne transmettez plus, notamment à l'école, l'amour de la nation, vous ne pouvez plus former des petits citoyens français, que ce soit des citoyens d'héritage ou de désir. Et je disais ici sur ce plateau il y a quelques jours, et je le répète, la voie d'avenir, et je réponds à votre question, c'est la francisation. Il faut refranciser la France, parce que la France a perdu la France. Et refranciser la France, ça veut dire attirer à nous, attirer vers nous. Les nouveaux arrivants et ceux qui sont là depuis longtemps mais qui ont perdu la tête et la mémoire, les attirer vers nous, non pas vers le nihilisme et l'hédonisme que nous pratiquons aujourd'hui au nom de la laïcité et des valeurs de la République, mais à partir d'une exaltation commune de notre patrimoine vital. Et je dis ça avec la force de l'expérience, parce que moi, en mai 68, j'ai vu qu'on détruisait le roman national, et j'ai dit à mon professeur de français, un jour, le roman national, je le recréerai. Et j'ai pris un petit coin de France, une friche et une ruine, et j'ai refait le roman national. Et je vois les résultats. Tous ceux qui viennent chercher ce qui leur manque, Sophie. Et vous savez ce qui leur manque? La légende. La Tour du Pin disait, un peuple qui n'a plus de légende est condamné à mourir de froid. Et on pourrait résumer ce que vous dites brillamment, cher Philippe de Villiers, par cette phrase, ce slogan que vous reprenez souvent, c'est le vôtre d'ailleurs, d'où que vous venez, soyez fiers d'être français. Alors Naïma M. Fadel, c'est l'un aussi de vos combats, aussi de vos rêves pour un imaginaire commun. Votre question à Philippe de Villiers? Oui, et puis je voudrais aussi lui apporter un témoignage. Vous savez, lors de la campagne de Donald Trump, et quand il a été élu, j'ai interrogé les habitants des quartiers. Vous savez, je travaille sur des quartiers, des personnes issues de l'immigration. Et je leur dis, mais pour qui vous auriez voté? Et on m'a dit, on aurait voté pour Trump. Et je lui dis, je ne comprends pas, vous avez voté plutôt pour LFI. Il me dit, on a voté pour Trump. On aurait voté pour Trump parce qu'il a parlé à la nation. Il n'a pas parlé aux communautés. Il a parlé de cette identité forte, d'une Amérique forte. Et ça nous a plu. Et on attend, je vous assure, je suis émue de vous dire ça, on attend un Trump. Un Trump qui rassemble, qui parle de l'appartenance commune, qui parle de cette singularité de ce pays, de l'identité commune, de cette beauté de ce pays que nous avons en héritage, qui parle de Notre-Dame de Paris, dont ils m'ont aussi parlé en me disant mais ça c'est un legs que nous avons en héritage aussi. Donc voilà, je voulais, alors c'est pas vraiment une question, mais je voulais vous transmettre un plaidoyer, voilà. Plutôt qu'une question. Peut-être je voulais avoir votre avis quand même sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je réponds juste, je mets la virgule de fin pour vous dire, oui, bien sûr, tous les hommes politiques français devraient regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis est en train de se passer en France. C'est-à-dire que les États-Unis étaient submergés par le wokistan. Et toutes les élites de la côte Est et de la côte Ouest pensaient que c'était fini, qu'on avait tourné la page de la nation américaine et qu'on allait vers une globalisation post-nationale, post-morale, post-identitaire. Trump arrive, il se fait moquer de lui, il se fait tirer dessus et il gagne. Et il gagne pourquoi? Parce qu'il dit dehors les woke. Je veux pas de bloqueurs de puberté. Et là, toutes les familles américaines se lèvent et disent on va retrouver l'idée de l'ordre naturel. Et c'est ça qui se profile en France. Vous voyez la différence entre ce qu'on est en train de dire et les politiciens français.
ils sont à côté de la plaque. Parce qu'ils sont en train de parler de la vaisselle. Et nous, on parle des mets. Voilà. Et ce qui est en train de sourdre en France, c'est ça. Ce qui est en train de sourdre partout. Sophie, vous le savez, puisqu'on en parle parfois. Il y a un héros, d'ailleurs, dans ce gouvernement qu'il faudrait sauver. Quel est-il? Le soldat Portier. Alexandre Portier, ministre de la réussite scolaire. Dans quelques instants, je donnerai la parole à Sarah Salman, Sabrina Madjeber. Donald Trump qui sera finalement présent pour Notre-Dame. Alors je disais, ce sont des occasions de s'élever, elle resplendit de nouveau. Pourquoi Notre-Dame fascine, selon vous, Philippe de Villiers, bien au-delà de nos frontières hexagonales, bien sûr? Pourquoi? Alors, Notre-Dame fascine les Français parce que de tout temps, même si les Français sont amnésiques, ils sentent, ils savent que Notre-Dame, c'est la maison du peuple français. Tout s'est passé à Notre-Dame, en fait. Les grands deuils, les grandes victoires. À chaque fois, il y a le bourdon Emmanuel, pas Emmanuel Macron, le bourdon Emmanuel tout court, qui sonne. Alors ça va plus loin. Et c'est là où c'est une véritable allégorie. C'est que Notre-Dame fascine le monde entier. La preuve, Trump vient. Pourquoi? Parce qu'en fait, Notre-Dame a eu des architectes anonymes, commandés par le roi Saint-Louis, qui ensuite ont été demandés dans le monde entier. Et toutes les cathédrales du monde entier aujourd'hui ont été des copies de Notre-Dame. Je pense en particulier à Cologne, Westminster, à Tolède, évidemment. C'est-à-dire, chacun voulait sa cathédrale comme Notre-Dame de Paris. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les architectes français de l'époque ont inventé ce que Saint-Louis leur a demandé de faire. Saint-Louis leur a dit, jusqu'à présent, dans toute l'histoire de l'architecture, depuis Plotin disait l'architecture, c'est ce qui reste, la pierre ôtée. Dans toute l'histoire de l'architecture, c'est toujours la pierre qui tient la lumière. Et par exemple, l'art roman, il y a presque que de la pierre. Hein. On est courbé parce qu'on a peur de la fin du monde. Et là, tout à coup, alors les architectes disent, ah bon, et qu'est-ce que vous voulez? L'inverse. La France doit éclairer le monde entier à partir de cette inversion. Il faut que ce soit non plus la pierre qui tienne la lumière, mais la lumière qui tienne la pierre. Et ça donne Notre-Dame de Paris. Et pour qu'elle tienne, il faut avoir la mémoire, évidemment, de notre histoire. Il nous reste 1 minute, je suis partagée. Dois-je donner la parole à Sabrina Madjeber, Sarah Salman? Vous posez la question quand même sur votre best-seller. Et on a beaucoup parlé ici même, hein, la mémoire salvatrice. En fait, c'est la réponse à tout ce dont on vient de parler, elle est dans ce livre. Je peux dire une chose sur le mémoricide. Le mémoricide, c'est quand on prive un vieux peuple du droit à la continuité historique, c'est-à-dire du droit de chacun d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Très conclusion de Sabrina et de Sarah. Je suis toujours très émue lorsque j'entends Philippe de Villiers. Lorsque j'ai lu votre livre, je vous le dis avec beaucoup d'émotion. C'est un bréviaire absolument incroyable, un hommage absolument incroyable à notre passé, à ce que nous sommes et à ce que nous pourrions devenir grâce à tous vos mantras, votre philosophie, votre compréhension du monde. Je vais m'arrêter là, mais vous parliez de la lumière qui taille la pierre. Que feriez-vous, que pourrions-nous faire pour que la France redevienne la lumière qui puisse tailler la pierre d'une prison dans laquelle notre cher écrivain Boualem Sansal est enfermé arbitrairement? Et je vais conclure, parce que c'est une question très importante de Sabrina avec Sarah Salman tout à l'heure. Ce n'était pas une boutade de sa part quand on a dit, mais finalement, qui pour redresser le pays? Ah oui, moi j'ai pensé à vous tout de suite. moi je pense, non mais je le pense sincèrement, je pense qu'il n'y a que vous actuellement qui pouvez vraiment redresser le pays. Et il y a beaucoup de... Non mais ça vous fait sourire, mais je le pense vraiment.
Je pense que vous seriez, s'il y a une présidentielle, je pense que ce serait... Philippe, moi je suis d'accord, qu'on soit d'accord ou pas avec vous. Au Premier ministre, Le d'ailleurs. téléspectateur, il y a du style, il y a du panache, il y a de la hauteur. Il y a de l'idée, Voilà. il y a des idées. Il y a On une vous laisse volonté de conclure faire la cette nation émission. Et d'intérêt général. Il y a On ne l'amour retrouve du pas. pays. De Oui, non, jetez plus, laissez-le répondre, conclure. Et je suis remonté sur mon Laventin dans ma Vendée natale que j'aime tant. Et je suis arrivé à un moment de ma vie où on médite sur les derniers abandons des vanités du monde. Mais en fait, en même temps, quand je viens sur ce plateau, avec vous comme avec Elliot, je viens avec une résolution simple, dire la vérité jusqu'au bout. Il n'y en a pas Jusqu'à beaucoup mon qui dernier le font souffle. chez les Et c'est politiques. pour ça que vous sentez qu'il n'y a pas de retenue, quoi. Oui. Vous avez parlé de Boualem-Sansal. J'ai décidé de commencer l'émission avec Elliot par la photo de Boualem qu'on va mettre vendredi pour que tout le monde se souvienne que Boualem nous attend et il attend que nos gouvernants fassent l'épreuve de force parce que l'Algérie ne connaît que cela, l'épreuve de force, le rapport de force. Et le rapport de force, par exemple, ça veut dire que le président de la République doit dire au président de l'Algérie « Si vous ne libérez pas Boualem-Sansal, voilà les mesures que nous allons prendre. » Et croyez-moi, quand on connaît un petit peu le fonctionnement de l'État, ça devrait marcher. C'est important. Merci Philippe de Villiers. C'est un plaisir de vous avoir autour de cette merci table. parce que c'est un grand plaisir. j'appréhendais ce moment. Oh. Non, c'est convivial, c'est chaleureux. Non, mais On est midi. j'appréhendais, mais On a de nombreux là, téléspectateurs je vais être là. qui partagent l'heure du déjeuner avec nous. Et comment je vais répondre si jamais il y a des critiques parce qu'il faut, sinon on va me dire féminicide. Non, vous répondez avec le cœur. C'est ce qui nous va, c'est ce qui nous ira toujours. Merci à vous, Philippe de Villiers. Merci à mes chers amis, évidemment. Vous savez que je suis pour profondément ce débat. Vous savez, je suis féministe. Vous savez pourquoi? Dites-moi pour conclure. Parce que les femmes nous mettent au monde et elles nous enterrent. Le plus tard possible. Merci à vous et bon après-midi sur nos antennes.